Honnêtement, cette fête, on a failli pas la faire. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que les militants, ils sont sortis de la campagne complètement crevés, sur les genoux, en ayant fait des ruffettes tous les 15 jours et des marches de 10 km dans tous les sens. Donc ils disaient non, 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 non. Moi, ça me gênait. Ça me gênait parce que quand on instaure une tradition, c'est bon de ne pas la rompre. Quelle est la tradition? Pourquoi on fait cette fête des 1000 Bastilles? On fait cette fête des 1000 Bastilles parce que lors des premiers 14 juillet officiels auxquels j'ai participé comme député, je me souvenais de ceux de mon enfance où je dansais la chenille qui redémarre à la salle des fêtes de Proyard. Mais là, j'avais l'écharpe officielle, j'allais au monument aux morts, je déposais une gerbe, il y avait la Marseillaise, tout ça très bien, je le fais. Je l'ai fait ce matin à Mareuil-Cobert et ensuite je suis allé remettre les prix pour les enfants qui avaient fait le concours de pêche. Pas de problème. Mais que le 14 juillet, il n'y ait pas un mot révolution, il n'y ait pas un mot Bastille, quand même, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre République, elle se fonde sur un moment qui est un moment du surgissement du peuple français sur la scène de l'histoire. Et que, pour la bourgeoisie qui nous dirige aujourd'hui, certes, il faut le fêter parce qu'on est bien obligé, c'est comme ça depuis, il me semble, 1890, à vérifier, mais en même temps, c'est bien gênant comme moment. Se dire que c'est un moment où il y a un bâtiment officiel qui est détruit, qui est à la fondation de notre République, c'est bien gênant. Donc à la fois, c'est maintenu, et en même temps, c'est un espèce de péché originel qu'il faut oublier. Ce péché originel, nous devons le célébrer, nous devons le rappeler, nous devons le marteler. Pourquoi? Parce qu'on voit l'efficacité du passé. On voit l'efficacité de la mémoire, qui parfois brille comme un feu dans la nuit de la résignation. C'est quoi? C'est qu'au moment où surgit le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils disent, les gilets sur les ronds-points? Ils disent qu'ils veulent des cahiers de doléances, ils disent qu'ils sont les nouveaux sans-culottes, ils disent qu'il faut refaire la révolution, et ils se réappuient en réclamant des états généraux sur cette mémoire qui a traversé 2 siècles d'une révolution française qui brille encore dans leur cerveau et qui n'est pas morte. La Révolution française, ça reste le flambeau auquel on peut rallumer le peuple de France. Et donc nous, notre devoir, au moins le 14 juillet, mais la nuit du 4 août, mais le jour de Valmy, c'est de ne pas oublier ça, c'est de le faire briller et de le donner à vivre aux gens d'ici et qui se raccrochent à ça. Parce que cette révolution, elle n'est pas finie. Elle a été ouverte et elle n'est pas finie. On a pris une Bastille. Le titre de notre fête, c'est la fête des 1000 Bastilles, parce qu'il nous en reste 1000 à prendre. Alors lesquelles? Je le redis. Là, vous avez le dernier numéro de Challenge qui est sorti, là, avec le classement des 500 fortunes de France. Pour la première fois, ça dépasse les 1000 milliards. Et les 500 nouveaux seigneurs, ils ont vu leur patrimoine être multiplié par 4 en 10 ans. Mais vous avez l'Obs, vous savez, c'est rare que je fasse la pub de l'Obs quand même, c'est quelque chose qui pour moi est assez inattendu. Parce que je me suis moqué du Nouvel Observateur qui était le journal de la gauche comme il faut pendant des années, parce qu'il faisait sa une sur la passion des maisons de campagne, sur comment trouver un taxi, qui étaient vraiment des préoccupations populaires, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, ils font leur une sur impôts les privilèges du CAC 40, et qu'est-ce qu'ils démontrent? Ils démontrent que Total, 5 milliards d'euros de bénéfices sur les 3 premiers mois de l'année. Record de tous les temps, du jamais vu. Patrick Pouyanné, PDG, qui s'augmente de 52% l'an dernier. Le litre de gasoil à plus de 2 euros. Total ne paye pas d'impôt sur les sociétés en France. Total ne paye pas d'impôt sur les sociétés en France. Je veux dire, vous savez, c'est tellement gros. Je dis, c'est gros comme une vache au milieu du couloir. Vous m'entendez répéter cette expression, mais on a vraiment affronté ce défi qu'on a quelque chose qui est énorme, mais qui appartient quasiment au paysage. Et il faudrait accepter ce paysage. Nous sommes là pour ne pas l'accepter. Pourquoi ça appartient à ce paysage? Parce que de la même manière que les seigneurs féodaux, c'était normal, ça appartenait au paysage depuis le Moyen-Âge, depuis des siècles, qu'ils se gavent sur le paysan et qu'ils soient ceux qui ne payent pas d'impôts. Je rappelle que la Révolution française, c'est d'abord une crise fiscale. C'est le roi qui se dit, bon sang, j'ai fait la guerre en Amérique pour la libérer, mais ça m'a coûté un paquet de pognon, comment je vais faire payer ça? Et l'idée qu'il a, c'est de dire, ben, je vais faire payer le peuple encore, je vais faire payer les bourgeois et les paysans.
et je mets ça comme ça, va pas passer tout seul, je vais rassembler les états généraux. Puis finalement, ça se passe pas comme il avait prévu. Mais au départ, c'est une crise fiscale. On est aussi dans une crise fiscale aujourd'hui. Déficit public, et ainsi de suite. Qui doit payer? Est-ce que, à nouveau, c'est les gens qui doivent payer, ou bien est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les nouveaux seigneurs, les seigneurs de l'informatique, les seigneurs du numérique, les seigneurs du médicament? Sanofi, gavé d'aide dans tous les sens par le gouvernement français, Sanofi incapable de trouver un vaccin, Sanofi ne paye pas d'impôt sur les sociétés en France. Sanofi ne paye pas d'impôt sur les sociétés en France. Voilà les bastilles que nous avons à reprendre. Merci. Les bastilles que nous avons à reprendre pour qui? Je veux que nous affirmions un principe simple. Les gens qui travaillent doivent pouvoir vivre de leur salaire. Je le répète, les gens qui travaillent doivent pouvoir vivre de leur salaire. Vous voyez, franchement, niveau révolution, c'est pas très élevé. Là, moi j'ai passé ma semaine dernière à faire, vous savez, je sais qu'il y a un projet de loi qui s'appelle pouvoir d'achat, mais qui va venir à l'idée de personne en commission des affaires sociales de faire de l'audition de gens qui ont des problèmes d'achat. On va auditionner des ministres, on va auditionner le MEDEF, on va auditionner même des syndicats, mais jamais on va auditionner des gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Donc moi, je fais un appel Facebook, je trie, je procède à des auditions, et j'ai choisi non pas des mères célibataires, des familles monoparentales, qui vont se retrouver au bord de la pauvreté, mais je choisis des couples où il y a 2 salaires dedans, qui se considèrent d'eux-mêmes comme appartenant à la classe moyenne. Vous voyez, je vous donne un exemple. Bertrand, qui travaille dans l'industrie agroalimentaire, du côté de Toulouse, qu'est-ce qu'il fabrique? Il fabrique la poudre qui va ensuite être envoyée dans d'autres usines, chez Pasquier et compagnie, pour faire des brioches, pour faire des croissants, pour faire du pain. Donc il est chef d'équipe, il travaille de nuit, de 19h à 2h du matin. Comme chef d'équipe, il est payé 1 700 €. Sa femme, elle travaille à l'hôpital, elle est payée 1 500 €. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend un poste de VTC à 2h du matin, il sort, il fait du Uber. Et des fois, il arrive à gagner 30 €, des fois 50, des fois 100, et c'est comme ça qu'il s'en sort. Mais bien qu'il s'en sorte comme ça, grosso modo, il ne peut pas partir en vacances. Depuis 2019, c'est sorti de son horizon. Par exemple, pour devenir des statistiques, en 1980, un enseignant était recruté à 2,3 fois le SMIC. D'accord? Maintenant, un enseignant est recruté à 1,2 fois le SMIC. C'est-à-dire quasiment moitié moins par rapport au SMIC. Un ouvrier qualifié du bâtiment, en 2000, donc plus près de nous, il était recruté à 36% au-dessus du SMIC. Aujourd'hui, il est recruté à 16% au-dessus du SMIC. Donc c'est autant qui est perdu, pendant que les 500 fortunes, elles, se sont gavées considérablement. Vous savez, là, on a un projet de loi qui est pouvoir d'achat. Le premier titre s'intitule « Valorisation du travail et partage de la valeur ». Mais il n'y a aucun moment dans ce projet de loi où on peut parler de salaire, et il n'y a aucun moment où on peut parler de dividende. Le salaire est interdit, le dividende est interdit. Au fond, nous avons des gens qui parlent en permanence de la valeur travail, mais ceux qui massacrent le plus la valeur travail, ceux qui le méprisent le plus, sont ceux qui le célèbrent. Il faut bien voir qu'on est pris dans cette contradiction. Comment on doit imposer un respect du travail? Le respect du travail qu'on doit imposer, c'est d'abord, évidemment, par le salaire qu'on en touche, qu'on puisse en vivre. Le deuxième voie qui fait qu'on doit imposer le respect du travail, c'est qu'il y a des droits qui sont associés au travail. C'est un droit au chômage si on perd son boulot. C'est un droit à la santé si on tombe malade. C'est un droit à la retraite et à une retraite digne quand on en a fait assez. Et le troisième voie où on doit imposer le respect du travail, c'est le repos, le droit au repos. Le droit au travail et le droit au repos ne sont pas contradictoires, ils sont liés. Depuis la naissance du mouvement ouvrier, quel est le combat central que nous menons? C'est du travail pour tous, mais du repos pour tous. Et qu'au fur et à mesure dans notre histoire, la production, la productivité, les machines nous permettent d'évacuer du temps de l'horizon du travail. C'est quoi? C'est le congé maternité. Qu'on naisse pas, que les enfants ne naissent pas, qu'on n'accouche pas sur la chaîne. C'est le dimanche chômé.
c'est le samedi à l'anglaise, c'est les congés payés, c'est le droit à la retraite, c'est tout ça. Or, eux, ils veulent tellement valoriser le travail qu'ils voudraient qu'on travaille tout le temps. Il faut qu'on réponde que non, que valoriser le travail, c'est associé à un droit au repos, et que les gens ne doivent pas être sur le qui-vive en attendant d'un message qui leur dit s'ils doivent retourner au boulot ou ne pas retourner au boulot. Or, c'est l'univers qui nous construit. Là, Macron, c'est cette feuille-là, je pense, vient de donner une interview du 14 juillet. Retraite. On doit travailler plus et plus longtemps. Je pense que dès l'été 2023, il faut qu'on ait une première entrée en vigueur. D'accord? Je veux dire que quand on est lobbyiste pour Uber, quand on est conseiller chez McKinsey, ou qu'on est banquier d'affaires chez Rothschild, travailler jusqu'à 65 ans, c'est sans doute possible. Mais quand on travaille dans le bâtiment, quand on porte des personnes âgées en étant auxiliaire de vie sociale, quand on est cariste dans la logistique, ça veut dire qu'à 60 ans déjà, vous avez le dos broyé. Déjà, vous êtes opéré du poignet. Déjà, votre cou n'y va pas bien. Déjà, partout dans votre corps, vous sentez que vous souffrez et que vous en avez assez. Donc évidemment, c'est quelque chose d'injuste, parce que faut que tout le monde travaille, mais il faut que le travail soit réparti comme il faut. Sur Uber, il dit « Je n'ai pas un tempérament à être sous influence ». Je vais vous dire la vérité, c'est que je pense qu'il dit vrai. Sur Uber, il n'est pas sous influence, il appartient à cet univers-là. On n'a pas besoin de l'influencer pour qu'il favorise Uber. Naturellement, Emmanuel Macron va porter les intérêts de Uber, va porter les intérêts d'Amazon, va porter les intérêts de Sanofi, va porter les intérêts de Total, sans même qu'on ait besoin à l'influencer. C'est le milieu dans lequel il baigne depuis toujours. Est-ce qu'il a eu pendant ce temps-là 17 rencontres avec une assistante maternelle? Est-ce qu'il a eu une seule rencontre avec Bertrand, cariste? Vous voyez, il n'en a eu aucune. Donc c'est le milieu dans lequel il baigne. Troisième, et donc voilà Je pense que quand on entend ça, on comprend très bien que 1789, ça n'est pas fini. J'ai toujours dit, moi, que j'étais favorable à la rue et aux urnes. Les urnes, bon, bah, c'est une fois qu'il y avait un gilet jaune sur lequel il était écrit faire l'amour une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie sexuelle. Voter une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie démocratique. Bon. Eh ben, elle n'est pas solide, cette pastille. Et donc, là, on a voté pour les législatives, on a un groupe à l'Assemblée qui peut se bagarrer, il y a une majorité qui n'est plus automatique et pléthorique pour Macron, mais ça n'a simplement qu'un point d'appui. Si dehors, ça ne bouge pas, si dehors, ça ne se réveille pas dans le quartier ici, à l'Espérance, à côté au Platane, au Soleil Levant, si ça ne reprend pas les ronds-points, si dans les boîtes, ça ne bouge pas, s'il y a une certaine docilité à ce qu'aujourd'hui, une inflation qui va être à 6, 7, 8%, soit très largement payée par les gens et pas par l'argent, les députés, ils ne serviront pas à grand-chose. En revanche, si ça bouge dehors, on sera là et on peut poursuivre le mouvement qui a été entamé il y a maintenant 233 ans, le 14 juillet 1789, par nos ancêtres et qui, j'en suis convaincu, continue à briller dans le pays comme une espérance. Je vous remercie. Et à la fin, c'est nous qu'on va. C'est mou, on va pas y arriver comme ça. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Merci à vous et bonne fête. Il manque du monde et avant le droit. Attention! Généralement, il y avait des gens prévus. Viens, tu découpilles.
sommet, bah, je sais pas. C'est pas sûr, c'est une première. Allez, on y va. Attends, il nous a pas donné le feu vert. Attends. Il y a un peu vert. Ouais, on attend. On connaît la petite.